Ah, le folklore bolivien. Il est rempli de créatures fascinantes, mais aussi absolument terrifiantes. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des plus sournoises d'entre elles, l'Abshanchu, le vampire trompeur. Et croyez-moi, cette légende risque de vous faire réfléchir à deux fois avant de tendre la main. Alors imaginez un peu le scénario. On est sur une route déserte, isolée. Et là, on aperçoit une personne âgée qui a l'air complètement perdue, en détresse. Le premier réflexe, bien sûr, c'est de s'arrêter pour l'aider, non? Mais et si cette gentillesse, cet élan de compassion était précisément ce que le prédateur attendait? C'est exactement ça, le piège terrifiant qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir le danger que représente l'Abshanchu, il faut d'abord comprendre sa ruse. Et c'est là que ça devient intéressant. Sa méthode de chasse ne repose pas sur la force brute, mais sur une tromperie psychologique redoutable, celle du voyageur sans défense. Donc voilà, tout part d'une scène qui pourrait sembler presque banale. Un voyageur solitaire, une personne âgée qui a l'air fragile, perdue. C'est un appel à l'aide auquel il est quasi impossible de ne pas répondre. Un acte de pure compassion qui, dans cette histoire, est en fait le premier pas vers une fin absolument tragique. Et cette menace, eh bien, elle a un nom, l'Afshanchu. Ce n'est pas un monstre ordinaire, attention. C'est un métamorphe, un vampire, dont la principale arme est sa capacité à se faire passer pour une victime. Ce qui est fou, c'est qu'il ne chasse pas sa proie. Non, il la manipule pour qu'elle vienne à lui. C'est toute la perversité du truc, en fait. Ok, mais alors, une fois que le masque tombe, il ressemble à quoi cet Abshanchu? Le folklore nous donne, heureusement, des détails assez précis sur son apparence et ses habitudes. C'est le moment de dresser le profil de ce métamorphe. Alors, si on devait faire sa fiche d'identité, voilà ce que ça donnerait. Le déguisement, on le connaît. Une personne âgée en détresse. Mais en dessous, l'apparence est bien différente. Des vêtements richement brodés d'or et d'argent, mais avec une apparence froide. Et surtout, un sourire glacial. Il vient des hauts plateaux et des grottes de Bolivie. Et comme beaucoup de vampires, il a une faiblesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas une tresse d'ail, non, juste une seule goutte d'huile d'ail dans une amulette pour le faire fuir. En gros, l'Abshanchu a deux modes opératoires, deux stratégies principales, toutes deux basées sur la manipulation. Soit il se fait inviter directement chez sa victime et transforme un foyer chaleureux en piège mortel, soit, en promettant monts et merveilles, il attire le voyageur dans son propre repère. Dans un cas comme dans l'autre, le mécanisme est le même, c'est la bonté humaine qui devient l'arme retournée contre la victime. Et là, on arrive peut-être au détail le plus glaçant de toute l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Même si on arrive à s'échapper, l'attaque de l'Abshanchu inflige une maladie mystérieuse et fatale. Survivre à la nuit, ça ne fait que retarder l'inévitable au lendemain matin. Le destin est scellé en fait, dès la première rencontre. Mais attention, l'histoire de l'Abshanchu, elle n'est pas gravée dans le marbre. Pas du tout. Comme toutes les grandes légendes, elle a évolué. Et au fil des siècles, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment un vampire ou quelque chose d'autre? De plus insaisissable? Un esprit peut-être? Un démon? Alors, si on regarde un peu l'historique, au début du XVIIIe siècle, on le voyait comme une créature bien physique, un prédateur des montagnes. Mais avec le temps, à mesure que les histoires se sont répandues dans les villages, sa nature a commencé à devenir beaucoup plus floue, plus complexe. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans certaines régions, il reste ce vampire très traditionnel qui gratte aux fenêtres la nuit, une sorte de croque-mitaine local. On a donc vraiment deux facettes, deux visages de l'Abshanchu qui coexistent. D'un côté, le prédateur de chair et de sang, de l'autre, une force maléfique, beaucoup plus abstraite, une sorte d'esprit démoniaque, un bouc émissaire qu'on accuse un peu de tous les maux, les mauvaises récoltes, les incendies, les morts suspectes. Et cette vieille incantation, elle est la preuve parfaite de cette évolution. Les gens ne se protégeaient plus seulement en voyage, mais chez eux, pendant un simple orage. Ils invoquaient Malkou, un esprit protecteur des montagnes, pour repousser l'Abshanchu. Le danger n'était plus seulement physique, sur une route isolée. Non, la peur est devenue diffuse, presque atmosphérique. Bon, mais alors, une créature aussi complexe, d'où est-ce qu'elle peut bien venir? Pour vraiment la comprendre, il faut plonger dans le terreau incroyablement riche qu'il a vu naître, la mythologie andine. Il faut comprendre au cœur de tout ça, on trouve des figures monumentales, comme Wiracocha, le grand dieu créateur qui aurait façonné le ciel et la terre. C'est dans ce cosmos peuplé de forces anciennes que des êtres comme l'Abshanchu trouvent leur place. Pas juste comme des monstres, mais comme des éléments d'un ordre cosmique bien plus vaste. Et ça, c'est fondamental dans la culture andine. Le paysage lui-même est sacré. On raconte que Viracocha serait sorti des eaux du lac Titicaca. Ce n'est donc pas juste un lac, c'est une matrice, le berceau de la création.
Chaque montagne, chaque rivière a son esprit, son histoire. L'Apshanshu est donc aussi un produit de cette terre sacrée. Et bien sûr, cette histoire est aussi le résultat d'un choc, d'une rencontre, parfois violente, entre deux mondes. C'est ce qu'on appelle le mestizaje, ce mélange unique entre les croyances indigènes des civilisations aymara et quechua, et puis l'influence espagnole et le catholicisme. L'Apshanshu n'est ni purement indigène, ni purement européen. C'est un être hybride. Et là, attention, on a une illustration parfaite de la complexité de cette mythologie. C'est assez fou. L'Apshanshu, cet esprit malveillant, aurait un cousin, l'Ekeko, qui lui est un esprit bienveillant, un symbole d'abondance et de prospérité. C'est quand même incroyable. Le mal et le bien issus de la même famille mythologique. Ça montre bien que la vision du monde andine est loin d'être une simple opposition binaire. C'est ce que l'écrivain bolivien Fernando Diez de Medina exprime à merveille. Pour comprendre ces mythes, il ne suffit pas de lire des histoires, il faut écouter leur musique archaïque, s'immerger dans la sensibilité, les peurs, les espoirs de ce grand passé andin. Ces légendes, en fait, ce sont l'écho d'une âme collective. Alors pour finir, que reste-t-il de l'Apshanshu aujourd'hui? Au-delà de l'histoire qui fait peur, quel est le véritable pouvoir de ces mythes? Bon, on va le dire tout de suite, évidemment, il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de l'Apshanshu. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ça l'important? Sa force, elle ne vient pas de sa réalité matérielle. Un mythe n'a pas besoin d'être vrai pour être puissant. En fin de compte, la vraie question, c'est pas de savoir si l'Apshanshu existe ou pas. C'est de se demander pourquoi cette histoire continue de nous fasciner. Qu'est-ce que ce mythe d'un monstre qui punit la gentillesse nous dit sur nos propres peurs? La peur de l'autre, la peur que nos bonnes intentions soient trahies. Le folklore, comme celui de l'Apshanshu, c'est un peu un miroir qui nous renvoie l'image de nos propres angoisses et de l'âme d'une culture. Et ça, c'est peut-être ça le monstre le plus effrayant de tous.